Au Népal, l'hiver, ils sont enfermés dans leur maison avec des toutes petites fenêtres et ils s'en fument les poumons, quoi. Et ça me paraît pertinent parce que ça ne tient pas sur des blancs. C'est les Népalais qui voient la différence parce qu'à chaque fois qu'on a vécu ça avec des équipes de France, eh ben ça a transformé aussi les Français. Ils se prennent des claques et ça fait du bien à tout le monde en fait. Anne-Catherine et Abigail, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, vous faites toutes les deux partie d'une association qui s'appelle Radical Aventure. Vous êtes de métier, toutes les deux infirmières, mais ça c'est un pur hasard. Ouais. Ok. Pas voulu. Anne-Catherine, avec ton mari Nicolas, vous avez fondé l'association Radical Aventure, c'était en 2017. On a le droit de t'appeler Anka, je crois. Oui, bien sûr. Votre point commun à toutes les deux, c'est les voyages, mais les voyages radicaux, les vrais voyages, j'ai tendance à dire. Je ne sais pas si on vous résume ça un petit peu comme ça, puisqu'on va parler de voyages un peu fous et de voyages qui connectent avec bien de la solidarité et du travail humanitaire. Anne-Catherine, tu as vécu 5 mois au Népal avec ton mari Nicolas, c'était en 2015. Exact, ouais. C'était pas la première fois que vous alliez au Népal, hein, c'est ça? Non, on Ok. était déjà allés. Et en plus, à ce moment-là, il y avait 2 enfants. Oui. Voilà. Avant ça, il y avait du vélo, 5 mois de vélo pour y arriver. 8 mois de vélo. 8 mois de vélo pour y arriver. Oui, 5, c'était pas assez. Abigail, toi aussi, tu as vécu 5 mois au Népal, aussi avec ton mari Cyril. C'était 2014-2015. C'est ça, exact. Ok. Et sur place, vous êtes toutes les deux, je crois, quand on a un petit peu échangé pour préparer ce moment, je crois que toutes les deux, vous avez formulé cette phrase, vous avez été troublés par certaines conditions de vie que vous avez trouvées sur place au Népal. Et de là, du coup, va naître Radical Aventure, donc cette fameuse association. Donc une association qui porte aujourd'hui des projets d'entraide au Népal, mais aussi au Maroc. Et le Népal, pour ceux qui l'ont pas, et moi je l'ai googlisé, hein, je confesse joyeusement ça, c'est quand même c'est 30 millions d'habitants. Donc voilà, c'est pas le petit truc où il y a quelques milliers d'habitants, non, c'est un gros pays, 30 millions d'habitants. Et Radical Aventure, donc maintenant pour situer l'action de l'association, donc ça, vous avez déjà œuvré dans plus de 50 projets. Voilà, donc ça c'est ce qu'on voit sur votre site internet, de l'éducation, du don en matériel scolaire, des vêtements, de la nourriture, du microcrédit. Je trouvais ça très intéressant de mettre en œuvre du microcrédit, formation et distribution de serviettes hygiéniques lavables, aide d'urgence. Voilà, donc toute une série de projets d'actions qui sont ou qui ont été soutenus par Radical Aventure donc depuis sa création. Donc ça c'était en 2017. Hein. Voilà. Ça, c'est notre contexte de discussion. Ouf. On va s'amuser aujourd'hui ensemble. Et alors, justement, pour parler de Radical Aventure, donc on l'a compris, hein, tout ça, cette envie d'aider les personnes que vous allez croiser là-bas, elle va naître de voyages que vous allez faire là-bas, mais des voyages vraiment immersifs. Vous allez passer 5 mois au Népal, plusieurs fois de suite pour toi, Anne-Catherine. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer dans quelle mesure c'est facile, lorsque vous revenez d'un voyage comme ça, d'expliquer à vos amis, à vos familles ici, restés en France, ce que vous avez vécu lorsque vous étiez sur place, ou finalement il y a une sorte de... Il y a le rideau de fer, le mur de Berlin, je ne sais pas, et on n'arrive pas à faire comprendre ce qu'on a ressenti. Toi, Abigail, comment tu as vécu le truc ? Alors c'est vrai que quand on rentre, c'est toujours très spécial de parler du voyage parce qu'on est encore à fond dedans. Ouais. Et puis de réussir à faire comprendre aux autres ce qu'on a vécu, c'est compliqué parce qu'il y a quand même un gros gap entre là-bas et ici. Ne serait-ce qu'au niveau de la nourriture, par exemple. Là-bas, on mange toujours la même chose. Ici, on mange quand même de la nourriture très variée. Genre toujours la même chose, c'est quoi ? Alors là-bas, le repas traditionnel, c'est le dalbat. C'est du riz avec une soupe de lentilles et puis des légumes. Donc, et quand c'est la fête, il y a du poulet. D'accord. Matin, midi, soir, c'est... C'est pas matin, midi, soir, c'est plutôt midi, enfin fin de matinée et soir. Il y a 2 Ok. repas par jour et le reste du temps, c'est des snacks. Mais rien que ça, c'est déjà difficile à comprendre ici, qu'il n'y ait pas 3 repas par jour. Ouais. Ensuite, l'électricité aussi. Il n'y a pas forcément tout le temps de l'électricité là-bas. Ouais. On parlait de l'eau aussi, j'imagine. J'imagine que tu n'as pas forcément accès à... Moi, je me souviens d'avoir été une fois en vacances. Tu vois, moi, je ne suis pas un grand aventurier niveau vacances. Et j'avais été en Turquie. C'est beaucoup moins exotique, j'imagine, que le Népal. Et j'avais chopé une tourista, mais costaud bien comme il faut. Et là, tu te rends compte à quel point, en tant que Français, tu es fragile parce que tu n'arrives pas à boire de l'eau que les Turcs, eux, ils arrivent à boire sans problème, quoi. Ouais, tout à fait.
Je crois que on en discutait avant l'émission, mais ça connecte avec des choses qui ont été vécues aussi chez vous. C'est vrai. Ouais, pour toi, Anka, quand tu reviens ici, est-ce que c'est facile d'expliquer, de faire comprendre aux gens ce que tu as vécu là-bas? Ben oui, c'est sûr, comme disait Abigail, il y a tout un contexte qui est difficile à expliquer tant qu'on l'a pas vécu. Et on est des fois énervé, blasé par les remarques des gens, les plaintes des gens ici en France, alors qu'ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Ouais. Mais ça passe. Au bout de 3 semaines, un mois, on revient vite dans le bain des Occidentaux, Ouais. avec nos petites exigences. Mais le fond reste quand même, ça marque quand même nos esprits, nos vies. Et c'est ça qui nous donne envie de continuer d'aider, de continuer de changer certaines choses, sans vouloir tout révolutionner, mais continuer d'agir. Ouais. Et alors, pourquoi radical aventure? Je me suis dit pas entraide aventure ou ce genre de choses. Mais en fait, ce nom, la pauvre Abigail, elle l'a pas choisi. Mais c'était le nom qu'on avait choisi pour notre aventure en famille d'1 an à vélo en 2014-2015. C'est mon mari qui avait cette idée de nom. On avait fait un blog pendant cette année de voyage pour nos familles et nos amis qui nous suivaient. Et du coup, naturellement, l'association a été créée par la suite de ce voyage et on a gardé le nom parce qu'on a continué de communiquer sur ce blog avec les premières actions de l'association. Il y a la question qui s'est posée de se séparer, de refaire un site et tout, mais c'est en cours. Mais voilà, c'est resté ce nom-là. Et c'est vrai qu'on a à cœur vraiment les populations isolées des montagnes de l'Himalaya qui vivent de façon aussi radicale finalement. Ah oui, d'accord, c'était pas seulement votre voyage qui était radical. On peut c'est aussi ce qui est vécu là-bas, quoi. Ouais, on peut le dire comme ça aussi. Ouais, très bien. Mais on n'a pas vraiment réfléchi à changer le nom. Ouais. Personne ne l'a exprimé. Oui, il est très bien. Il est validé. Abigail, pour toi, sauf erreur, tu sortais du bac. C'est ça. Et là, tu t'es dit, allez, je vais faire 5 mois au Népal. Ouais. Parce que j'ai envie d'aider. Mais en fait, j'ai fait quelques mois en Allemagne pendant mes études au lycée. Okay. Et en Allemagne, c'est monnaie courante de partir et de faire une année d'humanitaire après son habitua. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, moi aussi, j'ai envie de faire quelque chose d'utile, qui a du sens. Et je me voyais pas commencer des études sans mettre la main à la pâte quelque part avant. Du coup, je me suis dit, bon, ben allez, c'est l'occasion de partir et d'aller aider quelque part. Ok. Et puis, de fil en aiguille, on a eu des contacts au Népal. Et puis, on s'est décidé, on est parti au Népal. Ok. Là, c'est marrant parce que c'est normal, c'est ton histoire, tu le racontes un peu facilement. Et peut-être tu l'as déjà dit plein de fois, mais c'est pas... Tu vois, c'est pas rien. Maintenant, je visualise. Et faites la même chose. On visualise un jeune de 18-19 ans à l'époque. Dit, allez, 5 mois au Népal, sans problème. Moi, je suis un peu tremblant quand même. Pour beaucoup de jeunes. et comment ça s'est... Quel processus? Ça a été quoi le regard de ta famille sur ce projet? Et aussi sur ton... Est-ce que tu n'as pas été prise un peu de haut? Ah, tu veux aider, c'est bien gentil. Si, alors c'était assez compliqué. Il y a beaucoup de monde qui ne comprenait pas pourquoi je ne voulais pas continuer directement mes études. Et c'est vrai que c'est assez stigmatisant en France, mais quand on arrête après le bac, on se dit qu'on ne va jamais réussir à reprendre l'université ou à retourner dans des écoles. Alors que c'est totalement faux au final. Si on a envie, on peut. Okay. Quand on veut, on peut, j'ai envie de dire. Pour toi, c'était facile, quoi, en tout cas. Pour moi, c'était facile. Et puis après, ma famille a compris. Et puis, de toute façon, ils n'avaient pas tellement le choix, j'ai envie de dire. Donc, c'est ce que j'avais envie. Donc, j'allais le faire. Okay. Et puis, moi, si je n'avais pas pu partir plus longtemps, je serais partie plus longtemps. D'accord. Elle est aussi un peu radicale dans sa vie. Un peu radicale dans ma vie. Finalement, ce nom d'association va bien. C'est ça. Ouais, alors du coup, vous partez 5 mois. Et alors... là, l'aventure, c'est... Enfin, je sais pas, tu t'es surprise ou finalement, ça se passe comme tu avais prévu. Puis, comment tu vis le truc? Alors, je pense que, étant donné que c'était vraiment le premier voyage que je faisais en dehors de l'Europe, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un aussi grand écart entre la façon de vivre européenne et la façon de vivre asiatique. Ah, c'est vrai. Je savais très clairement qu'il y avait un écart de culture, mais c'est vrai que c'était... quand on ne le vit pas, on ne l'imagine pas, je pense. On peut imaginer, mais... La théorie et la pratique, c'est encore deux choses bien différentes. Il y a un choc. Il y a un choc quand même culturel. Et puis, ici, on a des horaires, on est régi avec des horaires, on avance, on fait des projets, ça avance. Là-bas, un projet, oui, mais le projet, il peut prendre très longtemps avant de se mettre en place. Et cette façon d'agir, mais très, très, très lente,
Ça m'a beaucoup perturbée au début. C'était un peu compliqué à gérer. Ah, c'est vrai. Ouais, parce que moi, je voulais aller aider et puis concrètement faire des choses, me rendre efficace, voilà. Sauf que là-bas, aider, c'est pas forcément être efficace en fait. Ok. Ça prend du temps. Tout prend beaucoup plus de temps. Et du coup, tu as dû apprendre quoi à te poser, à dialoguer, Ouais, à rentrer en apprendre à me connexion? poser et apprendre à prendre les choses comme elles viennent au bout le bout. Et ça, c'est hyper, hyper important pour moi encore aujourd'hui dans mon travail, de faire les choses les unes après les autres. Et ouais, ça m'a appris pour ma vie aussi personnelle. Tu t'es senti enrichi du voyage, Oh, quoi. carrément, ouais. Pour toi, c'était il y a 10 ans. Pourtant, c'était il y a 10 ans. Ouais, Ok. il y a 10 ans déjà. Ouais, c'est ça. Mm. Alors, Anka, pour toi, donc vous avez choisi le Népal donc pour cette aventure familiale. Donc, tu l'as dit avant, 8 mois de vélo et 5 mois sur place avec l'idée d'aider sur place. C'était l'objectif, en fait, Ouais. un peu de cette année-là, ouais. Et du coup, pourquoi avoir choisi le Népal avec ton mari? Il y avait, j'imagine, aussi un truc sportif, quoi, à la base. La base, c'était pas on y va en mode humanitaire 100%, comme aujourd'hui Radical Aventure fait toute une série d'actions. Mais il y avait quand même un truc sportif, Oui, un truc, c'est voyage, sûr. etc. Un quoi. pays où il y a des hautes montagnes. Bah oui. Voilà. C'est un pays qu'on avait déjà découvert en 2004, 10 ans avant d'ailleurs, en sac à dos, mode sac à dos, en tant que petit jeune couple avec le sac à dos pour aller faire un trek. Voilà, on a fait le tour des Annapurna, classique. Et on a été touchés et vraiment, on est tombé amoureux de ce pays, des gens, de leur mentalité. Et on s'était dit, on reviendra un jour avec nos enfants à vélo dans ce pays. Pas à vélo, au départ, on ne savait pas. On a pu voyager ailleurs, après, dans les années qu'on suivit, en Amérique du Sud, en Afrique. Mon mari était en Australie. Mais c'est resté vraiment le Népal gravé dans notre cœur. Et on avait envie de vivre une année un peu de pause. Mon mari voulait faire traverser l'Himalaya à pied avec un âne, avec ses enfants. Il voulait faire les Katmandou. Et du coup, moi, c'était pas du tout mon truc d'aller marcher avec un âne, avec des enfants. Je l'imaginais pas du tout. Donc, on avait fait pas mal de fois du vélo en famille pendant nos vacances quand les enfants étaient petits. Et on s'est dit, pourquoi pas y aller à vélo? Mais peut-être en partant, pas forcément de la maison, mais un peu plus côté montagne, côté nature, steppe. Et on a rencontré une dame qui avait fait du vélo couché en Mongolie, qui revenait. Et elle nous a convaincus en disant, mais la Mongolie, c'est le pays, il faut emmener votre famille. Ils sont tellement attachants, tellement accueillants, ils ont l'esprit nomade. Donc allez-y, les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Donc c'est elle qui nous a confortés, on a fait l'itinéraire en fonction. Donc voilà, on a fait la Mongolie, la Chine, le Kyrgyzstan, Kazakhstan, et on a pris un vol pour le Népal. Et après, on a fait du vélo encore pendant 1 mois pour atteindre l'objectif. Et c'est vrai que c'était fort, quoi. Dans notre tête, tout le long des 8 mois, c'était on va au Népal pour aider, quoi. Donc c'était rigolo aussi quand on rencontrait les gens en Mongolie. Vous allez où? On va au Népal. Après, on va traverser tel pays. Et puis, ouais, arrivé là-bas, je rejoins Abby. On était tellement tout feu, tout flamme de se mettre au travail, de se réjouir. On savait qu'on allait repeindre une école et tout. Et là, on arrive et là, le rythme se casse d'un coup parce que on dit, c'est où la peinture et les pinceaux? On est chaud, là. Ah, mais attendez, il faut qu'on demande déjà l'autorisation au directeur d'école. On dit quoi, c'est une blague? Ça n'a pas été demandé. Si, mais je suis pas sûre qu'il se rappelle, il faut qu'on s'organise. Et puis, c'est à vous de faire les courses, oui, bien sûr. Alors, on avait un petit scooter, on mettait les seaux de peinture sur le scooter. Et puis, enfin voilà, ça a été la même chose. Au début, on a dit non, mais c'est pas possible, on va pas rester là. Il se passe rien, il y a pas d'action. C'est pas comme ça qu'on avait imaginé. Et finalement, voilà, on se pose, on apprend à prendre le temps. On a pris le temps aussi de faire l'école à la maison à nos enfants, qu'on n'avait pas beaucoup fait pendant le voyage à vélo, on avoue. Et on s'est posé, on a trouvé notre rythme et on a pu, voilà, faire atteindre l'objectif de repeindre cette école aux côtés des enfants de l'école. Ça a été une super aussi aventure humaine avec ces enfants. Et voilà. Ouais, on va largement évoquer effectivement les conditions de vie de certains lieux que vous avez trouvés sur place et à quel point ça vous a motivé à générer un travail d'entraide avec tous ces projets portés par Radical Aventure aujourd'hui. Mais c'est intéressant, je reviens juste sur ce que vous
souvent on dit quand on est solidaire, on a quelque chose à gagner d'une certaine manière, même si bien sûr on ne le fait pas pour ça. Mais vous, dans votre démarche de rencontre de l'autre, dans votre démarche là pour le coup au Népal, vous avez à un moment donné été obligé d'apprendre qu'il fallait temporiser, changer le rythme, et peut-être ça fait du bien aussi de découvrir un rythme différent du sien. Et je dis ça en toute humilité parce que moi j'ai jamais vécu ce genre d'expérience et je me dis que peut-être ça serait bien d'apprendre à changer de rythme là où on est bloqué dans notre rythme à nous occidentaux qui tourne à 100 à l'heure et qui finit dans beaucoup de cas les burn-out et compagnie, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Pour vous c'est une leçon que vous avez pris pour vous personnellement ou... Énorme. Ouais, ok. Je crois qu'il y a, je sais pas le taux de dépression ou de burn-out au Népal, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. Je pense. Ils ont tous la banane, ils ont tous le sourire. Nous, on est arrivé à une période où il y avait un embargo sur l'essence, sur les médicaments, donc tout était bloqué. L'Inde bloquait tout, la Chine, là. Et les gens devaient attendre des heures pour avoir 1 litre d'essence. Les gens faisaient la queue, mais ils avaient le sourire, ils se prenaient pas la tête. Et là, ça nous a fait une claque, quoi, parce que ça aurait été nous les Français, mais c'était pas possible d'attendre autant d'heures pour avoir 1 litre d'essence ou plus pouvoir circuler dans le pays. Donc oui, ça a été une sacrée leçon. Ouais, tu l'as vécu comme ça aussi, Mickaël? Ouais, ils vivent vraiment au rythme de la journée, ils vivent comme ça vient en fait. Ils n'ont pas les mêmes objectifs que nous non plus et ils se mettent pas la pression. Ok. Alors je reviens sur le côté interpellé par les conditions de vie. Parce que là, pour le moment, ça fait un peu belle destination, le Népal, parce qu'il y a tellement de choses desquelles apprendre, et à la bonne heure. Mais aussi, il y a des choses, vous vous êtes dit, là, il faut mettre en place des choses, parce qu'il y a des choses à apporter aussi. Est-ce que vous pouvez nous immerger un petit peu, peut-être dans des situations que vous avez vues sur le terrain, ces fameuses conditions de vie qui ont fait que vous étiez aussi touché, chamboulé et vous avez vraiment eu envie aussi de mettre en place une aide un peu organisée via Radical Aventure notamment. Alors moi ce que je peux dire en tout cas c'est que dès lors qu'on est sorti de l'avion avec Cyril la première fois, quand on est sorti de l'aéroport, on se prend une claque en fait directement. Déjà ça grouille de partout, il y a du monde de partout. Ah ouais. Et quand on prend le premier taxi qui vient, déjà si on arrive à mettre nos bagages dans le bon taxi, parce que c'est encore une autre histoire, mais dès qu'on prend le premier taxi, on voit sur le bord de la route, on côtoie directement la pauvreté, des enfants qui sont presque pas habillés, qui sont tout cracra, qui fouillent dans les poubelles, qui grillent de la nourriture dans les caniveaux. Il n'y a pas vraiment de poubelles. En situation de handicap, avec des membres en moins, qui sont sur le bord des routes. Ouais. Une grosse différence, et on sent qu'on côtoie la misère directement quand on arrive sur place, même pour dire que c'est la capitale. Est-ce que c'est un truc que tu trouves particulièrement dans la capitale, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on voit, ces situations de pauvreté aussi, quand on va en dehors de cette capitale? Alors je trouve que c'est marquant dans la capitale, notamment parce qu'il y a une grande différence et un clivage entre les extra riches, enfin les riches, et les pauvres. Donc là, c'est hyper marquant. Après, quand on va dans les villages, ils ont leur petite maison. Ils sont pauvres, mais ils ont leur petite maison, et puis... Voilà, il y a moins de mendicité déjà. La mendicité c'est moins marquant entre les riches et les moins riches. Okay. J'allais dire la même chose. Descendu de l'avion, on a direct ce choc par rapport à la pauvreté. Puis après, c'est là où on a vécu 4-5 mois, c'est ce que je disais tout à l'heure. On n'a pas. Les gens vivent simplement. Il y a des gens pauvres, c'est sûr, mais ils ont un petit lopin de terre, ils font du jardin, ils se débrouillent, ils s'entraident. Et c'est en partant dans les montagnes quelques jours, en allant un peu plus loin, à 30 heures de bus de la ville où on était. Là, on découvre, mais on se dit, mais qu'est-ce qu'ils habitent déjà, ces montagnes et ces villages tellement isolés. Mais voilà, c'est comme ça, ils ont leur famille, ils ont leur terre, mais c'est loin, loin, loin. Et là, il y a des familles, on voit vraiment la pauvreté, ils vivent avec rien, les enfants sont en t-shirt déchirés, la morve-au-nez et puis les cheveux tout ébouriffés. Et il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de règles. Les femmes sont soumises à des traditions, à des rites, à des... Qu'est-ce que vous ressentez, vous, en tant que femme, justement, en voyant des femmes qui sont, entre guillemets, enserrées dans ça, quoi? Ça me faisait tout bizarre, parce que j'ai l'impression que c'était sur la femme qui avait toute la responsabilité de la maison. C'est elle qui s'occupe de tout.
C'est pendant que les hommes sont en train de jouer aux petits chevaux en bas de la maison, quoi. C'est vraiment Au carambole. Au carambole, ouais. Non, mais c'est Le assez jeu de impressionnant. société, quoi. Mais vraiment, Ah ouais, Ah oui, d'accord. ils sont tous ensemble en train de jouer au carambole pendant que les femmes sont en train de faire à manger, La laver les lessive. enfants, la lessive. En plus, la lessive, enfin, c'est pas les mêmes conditions qu'ici, quoi. La lessive, c'est à Dans la main, À la main, rivière. dans la rivière ou dans le Froide. puits. Ouais. Enfin, ouais. Oui, C'est un la vrai femme. retour en arrière, quoi. On par ne peut rapport à pas ici. s'identifier. Enfin, moi, Ah non. je voyais vraiment ma vie de princesse quoi, en France. Et puis leur vie à eux, c'est dur de s'identifier. Mais Et en même temps, elles ont toujours le sourire. Et elles assument... Enfin, elles portent avec joie ouais, ce bah, qu'elles c'est font. normal pour elles. Quoi. Ouais. Ouais. C'est normal, mais elles n'ont pas le temps de passer du temps avec leurs enfants, de qualité, d'éduquer les enfants, parce qu'il faut faire tellement de tâches. Et enfin, c'est là qu'on voyait des limites aussi. On ne veut pas venir révolutionner tout, mais améliorer leurs conditions de vie pour leur permettre d'avoir du temps de qualité, d'avoir aussi d'autres conditions pour elles en tant que femmes. Juste une mini question avant ça. Est-ce que vous avez eu le temps de récolter le regard de ces femmes, ou des hommes aussi, peu importe, sur votre démarche à vous? Est-ce qu'ils n'ont pas été surpris justement de voir une famille ou un couple débarquer chez eux pour aider, pour aller repeindre, pour aller rencontrer et qu'ils n'ont pas trouvé ça étrange? C'était quoi leur regard sur votre démarche? Alors nous, tout au long du voyage, déjà, c'était là que c'était étrange pour eux de voir une famille au milieu de la Mongolie qui faisait du vélo pour aller... Ils ne savaient pas forcément ce qu'on allait faire, mais déjà rien que de voyager à vélo avec des sacoches. Et après, arriver dans le pays, arriver au Népal, installer la petite maison, eh ben, on a vite créé des liens et ça devenait les amis, les voisins, la famille. C'était normal, en fait. C'était normal. Après, il y avait de la reconnaissance à fond de la part des instituts, des profs, des adultes. Mais les parents, avec les enfants, ils étaient contents. Ils étaient contents de partager avec des Blancs. Ils n'avaient jamais trop vu de Blancs dans ces régions. C'était presque facile, classique, quoi. Ouais, voilà. Ok. Et ça nous allait très bien parce qu'on ne cherchait pas du tout à... Oui, c'était l'objectif pour vous de créer la connexion, quoi. Bien sûr, ouais. Ouais, trop bien. Ok. Abigail, t'as la même chose pour toi? Je dirais quelque chose de... Ouais, c'était très simple au niveau des relations. Ok. Mais après, il n'y a pas forcément... Enfin, et puis, c'est pas ce qu'on attendait, en fait. Il n'y avait pas de merci, il n'y avait pas de retour, forcément. Et c'était très bien comme ça. Ok, Ouais. très bien. Radical, c'est bon. Justement, on parle d'un projet. Je l'ai dit avant, 50 projets qui ont été portés depuis 2017 par Radical Aventure, des projets très divers. Mais l'un de ces projets qui était interpellant, formation et distribution de serviettes hygiéniques lavables. Et là, tout de suite, première question, c'était quoi le besoin que vous avez remarqué par rapport à ces serviettes hygiéniques? Alors, le projet, c'est à la base Népal Compassion, ça s'appelle. Ouais. C'est un projet qui est mené par la famille Leblanc, Émilie et Daniel Leblanc. Et le projet il est né suite à un de leurs voyages, lors duquel ils ont pu découvrir la tradition du chapati. Alors cette chapati? Chapati. Chapati. Chapati, c'est les crêpes. J'allais dire, ça ressemble aux crêpes, ça. Chapati. Du coup, cette tradition, elle est abolie depuis 2005 au Népal, mais c'est les traditions qu'on la vie dure. Alors du coup, elle continue d'être appliquée dans certains villages. Ce qui ressort de cette tradition, c'est que les femmes sont impures quand elles ont leur menstruation. Ok. Et elles sont mises à l'écart des villages et à l'écart de leur famille. Elles peuvent plus dormir sous le même toit, elles peuvent plus toucher la nourriture parce que sinon tout devient impur. Ok. Et ça les met dans des positions très précaires et ça les met en danger d'être exclues comme ça des villages. Et question toute bête, mais par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, où c'est la femme qui fait tout dans la maison, comment est-ce qu'il fait le monsieur? C'est une bonne question. Bonne question. Elles n'ont pas toutes leurs règles en même temps. Ah oui, d'accord. Il y a toujours la tata qui prend le relais. Qui prend le relais. Ah ouais. Ouais. C'est même pas un moyen pour encore essayer d'impliquer Non. monsieur, quoi. Et là-bas, c'est pas une vie trop individualiste, c'est vraiment la vie de la communauté. Ok, ouais, j'entends. Ouais. Il y a les enfants qui s'y mettent, les filles qui prennent le relais. Ouais. Ok, donc mise à l'écart pendant toute la période des règles, quoi. C'est ça. Ok. Jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau assez pure, entre guillemets, pour pouvoir revenir en contact. Et donc, concrètement, la personne ne dort pas dans son lit, dans sa maison? Concrètement, elles sont dans des petites cabanes à l'extérieur du village. À l'extérieur du village, ok. Et du coup, le projet, en quoi est-ce que ça aide à pas faire ça? Dans ce projet qui a été monté, il y a toute une partie prévention et éducation. Montrer que c'est quelque chose de normal d'avoir ces menstruations, qu'est-ce que le corps de la femme, valoriser aussi le corps de la femme et pourquoi on a ces règles, dans le but d'enfanter forcément, on le sait.
Et le fait de distribuer des protections hygiéniques, ça permet aussi que le sang, il coule pas, quoi. Et si on voit pas le sang couler, forcément, on pense moins que c'est quelque chose de mauvais. D'accord, donc il y a un côté un peu permettre un peu de pudeur par rapport à ça. Ok. Et d'hygiène. Okay. Et puis de connaissances aussi. Il y a plein de femmes, elles ne savent pas pourquoi elles ont leurs règles. Ah, les femmes elles-mêmes ne savaient pas. Ah ouais, il n'y a pas d'éducation dans les villages pauvres comme ça. Okay. Personne ne leur a expliqué. Elles ne sont pas allées à l'école pour savoir que c'est normal d'avoir ces règles. Ça permet d'enfanter. Et du coup, d'avoir ces connexions dans leur tête, elles acceptent. Les hommes sont aussi formés, sensibilisés dans ces moments de formation où on rassemble toutes les femmes du village dans la salle, souvent dans les églises ou dans les écoles du village. Et là, c'est chouette, c'est trop beau. Moi, j'ai pu participer à ces distributions avec Daniel et Émilie, qui, eux, ont cette sensibilité pour s'adresser à ces personnes, à ces populations. Et on est allé 2 ans après dans les champs pour interviewer les femmes, les hommes aussi, savoir qu'est-ce que ça a changé dans leur vie. Et c'est trop beau de voir l'évolution, l'acceptation, et l'homme qui comprend aussi que sa femme n'est pas impure et qui l'accepte. Et ça, c'était super important aussi pour les filles qui sont à l'université. On a contact avec des profs d'université dans des petites villes et qui voyaient le problème aussi de ces filles qui loupaient l'école pendant une semaine tous les mois. Donc il dit, mais je ne peux pas avancer dans le programme. Tous les mois, elle loupe une semaine. Et il était trop content de voir ce projet arriver. Donc il y a eu des distributions, 600 kits là, dans la vallée de Mougou, de serviettes hygiéniques pour ces jeunes filles qui, elles aussi, ont vu leur vie transformée. Elles n'ont pas les moyens, il n'y a même pas de serviettes hygiéniques dans les petites boutiques là-bas, parce que il faut éviter, c'est du jetable, ça rajoute encore plus de pollution. Ils n'ont pas les moyens de recycler ou de traiter le déchet, quoi. Puis déjà de l'acheter, le payer, tout ça. Donc voilà, c'est un projet qu'on a vraiment eu à cœur de soutenir. Et c'est des amis qui viennent du Puy-en-Velay, du centre de la France, mais qui vont régulièrement. Et donc, c'est pas né de nous, mais c'est des amis qu'on veut soutenir, qu'on veut aider. Et Radical Aventure est partenaire particulier, officiel de ce projet. Concrètement, comment ça s'est passé, quoi, ça coûtait 10 000 €, vous avez mis 5 000. Je ne sais pas si on peut être très concret sur l'apport de Radical Aventure pour... concrètement, on a fait un festival il y a les 3 derniers jours, là. Ouais. Et tout ce qu'on a récolté comme argent pendant ce festival, ça va partir pour ce projet. D'accord. Et ça donne... on cite la somme ou... Comme vous voulez. Je pense qu'il y a 10-11 000 €. 10-11 000 € qui vont partir pour ce projet. Ok. Et c'est vrai qu'ils avaient fait un budget total pour tant de kits. Et nous, on a dit, on donne pour tant de pourcentage. Mais je pense qu'eux ont des donateurs aussi particuliers qui connaissent. Mais c'est vraiment en partenariat avec Radical Aventure. Et c'est un projet qui a du sens pour nous et qui nous parle aussi. Je pense qu'en tant qu'infirmière, ça nous parle aussi particulièrement. Et puis en tant que femme, tout simplement. Alors du coup, c'était très pertinent, en tout cas pour nous deux. Et ce qui est chouette, c'est qu'ils ont formé les Népalaises à fabriquer. Elles ont été formées, les couturières qui traînaient dans le village, là, elles les ont été formées. Ça leur donne du boulot, du travail, un petit salaire. Et c'est eux qui tiennent ce projet maintenant. Elles ont été formées aussi. Le kit est fabriqué sur place ? Oui, bien sûr. Les tissus ont été choisis à Katmandou. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, le principe de Radical Aventure, de l'association, c'est de collecter des fonds. C'est des particuliers qui soutiennent, qui donnent. Ou alors, effectivement, il y a des actions, donc comme le festival de musique là, dont tu sors, visiblement, où vous vendez... Ça se voit tant que ça. Des petites cernes. Vous vendez les boissons, le repas, etc. Et ça fait un petit peu de cagnotte. Et hop, ça part pour financer des projets. Quand on échangeait pour préparer ce moment, je crois que c'est toi, Anne-Catherine, qui m'a dit ça, je suis plus sûr. Les gens donnent naturellement. Et c'est vrai que moi, je vous écoute, je vous sens connecté à un terrain, là, au Népal en l'occurrence, un terrain qui a des besoins. Et j'ai l'impression que si je donne là 50 balles tout de suite, ça va se transformer vraiment à 50 € avec un truc très utile entre les mains de la personne qui a vraiment besoin de ça, adapté au terrain, dans une pensée de long terme, etc. etc. Bref, de la solidarité comme on a envie de faire, quoi. Voilà. Et les gens donnent naturellement, comment ça veut dire quoi ?
Alors, C'est ce que je viens de dire à l'instant. ouais. Ben, je pense qu'on a eu un impact peut-être au retour de chaque voyage, au retour. On essaye d'avoir des vidéos, des images, des comptes rendus, des témoignages aussi des Népalais, pour qui un poêle à bois ça a changé sa vie, pour qui les enfants à l'école on les voit s'épanouir. Donc des vidéos, du contenu, je sais pas comment on dit, mais pour vraiment montrer que tout ce qui est donné, c'est utile. Et c'est vrai que c'est écrit sur notre site que chaque euro est distribué et donné pour les Népalais. Ce qu'on expliquait, c'est que quand on se déplace, l'équipe, les bénévoles, on paye nos billets d'avion, on paye notre nourriture. Hors de question d'utiliser l'argent des donateurs pour nous, mais vraiment pour les Népalais. Et ça, je pense que c'est aussi un gage de confiance de la part des donateurs. Et alors, juste pour cerner le fonctionnement de l'association, il n'y a que des bénévoles, il n'y a pas de salariés, si j'entends ce qui est dit. Ouais. Et donc, l'ensemble des sous récoltés, hop, ça vient financer des projets directement sur place, les fameux 50 projets qui ont été financés depuis 2017. Et les gens qui vont mettre en œuvre tout ça, c'est vous et d'autres qui prennent des vacances, j'imagine, et qui, sur leur temps de vacances, vont réaliser ces projets. Alors la plupart du temps, c'est même les gens qui sont déjà sur place qui réalisent les projets. Ok. Nous, on va à peu près une fois tous les 2 ans. Enfin, les Rods plus que moi en ce moment, mais une fois tous les 2 ans. Mais sur place, on a nos amis, nos collaborateurs locaux qui, eux, font tout le job en fait. Ok. Et nous, on leur envoie les fonds et après, c'est eux qui font sur place le job. Ok, très clair. Ouais, on a un directeur d'école, il fait tourner son école et nous on l'aide, on le soutient. On a une assistante sociale qui a le souci pour les villages et les enfants des villages isolés et de mettre en place des instituteurs. Donc ouais, c'est les correspondants locaux qui font tourner les projets et nous on est le pont entre l'Occident et l'Asie. Ok, trop bien. Et du coup, l'importance vraiment de ces personnes locales sur place. Vous m'aviez expliqué un petit peu comment est-ce que le démarrage de la connexion avec des personnes au Népal s'est fait avec un monsieur, un Canadien qui vit maintenant sur place, qui a marié une Népalaise, qui a une famille au Népal et qui lui-même vous a fait rencontrer une autre personne. Voilà, exact. Un certain John qui lui est pasteur et qui est très actif, porte de très nombreux projets. Et puis grâce à ces rencontres, finalement, vous avez pu déployer tout un tissu relationnel réseau, sur place qui permet de venir en aide concrètement. Ouais, ça résume bien le truc. Ça résume très bien. Ça marche. C'est vrai qu'en vrai, j'ai tendance à dire, parce qu'il y a quand même une notion de... Voilà, il est pasteur, vous aussi, vous étiez issu d'une église, sûrement que voilà, c'est un réseau où tu peux te croiser aussi. Là. Et je me suis presque dit, tiens, en tant qu'église, quand tu vas à l'église, t'es croyant, t'as un peu de la famille dans le monde entier. On est tous frères et sœurs. C'est trop cool. Je me suis dit ça, mais un peu naïvement comme ça. T'as quand même des gens qui sont sûrement très différents, qui pensent les choses différemment, qui ont sûrement une foi peut-être très différente. Mais il y a quelque chose qui nous unit. Ouais, il y a un truc. J'ai trouvé ça très beau de se dire, tiens, il y a un pasteur au Népal et puis ça se connecte assez facilement. Ouais. Bah oui. Votre histoire, très bien. J'ai envie qu'on voit quelques photos. Je vous montre quelques images et vous me dites du coup à quoi ça correspond, ce que vous voyez. N'hésitez pas à étendre vos infos. Donc là, une première photo où on voit une distribution alimentaire. Au Maroc. Au Maroc, pour le coup. Très bien. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est en octobre 2023 qu'il y a eu le tremblement de terre, séisme, je ne sais plus de quelle magnitude, là, mais en tout cas à 1h30 de Marrakech, dans les montagnes, il y a eu 90 000 personnes qui ont été sans habitation, sans maison, qui ont vécu sous des tentes. Et comment ça s'est passé ? Nous, on allait en voyage, encore un petit voyage en famille. Avant que les enfants partent du nid, on a dit on prend 3 semaines avec notre petit camion aménagé pour aller visiter le Maroc. On n'était jamais allé, mais c'était pas du tout suite à ce tremblement de terre. C'était on avait envie de découvrir ce pays et on avait pris des vestes de ski, des stations de ski dans notre camion pour éventuellement distribuer aux personnes qui avaient vécu le tremblement de terre. J'avais pris contact avec le Croissant Rouge au Maroc et puis on a pu se retrouver sur les zones sinistrées grâce à un guide qu'on a rencontré au Maroc
et vraiment donner ses vestes de un à un dans les gens qui vivaient sous des toiles de tente, qui avaient un sourire jusque-là tellement heureux. Alors l'hiver est moins long qu'au Népal, mais il peut faire vite froid dans les montagnes, dans l'Atlas. Et du coup, on a vu vraiment dans quelles conditions aussi ils vivaient. Ça a été le même. On s'est regardé aussi avec mon mari à dire on peut pas rentrer chez nous et ne rien faire comme si on savait pas. Et on a un copain, Paco, pour pas le citer, qui a une association aussi humanitaire en Ukraine et partout, et qui était le jour du tremblement de terre à Marrakech, qui a senti les vibrations, alors que nous, on n'y était pas. Nous, c'était 3 mois après. Mais qui, lui aussi, de son côté, avait été touché et à dire « Je peux pas rentrer chez moi sans rien faire pour ce peuple marocain », avec qui il avait déjà des liens pour de la solidarité dans des écoles, etc. On est rentré du Maroc avec mon mari. Je crois que dans la semaine qui a suivi, on a rencontré Paco et on s'est organisé pour faire un projet ensemble. Donc 3 mois après, au mois de mars, on partait avec une petite équipe de 6 en collaboration avec donc 3 associations. Et on était en lien avec un pasteur aussi de Marrakech qui, lui, agissait déjà pour ses familles, ses villageois. Il était hyper organisé, il avait ses camions, ses chauffeurs, on savait dans quel magasin aller acheter la nourriture, on faisait des colis de 40 kilos de nourriture et tout était organisé. Tous les jours, on allait dans un village différent et on a pu distribuer vraiment de main à main ces colis de nourriture à des femmes qui étaient tellement heureuses, des gens qui étaient tellement reconnaissants de ça parce que ça venait les soutenir, les encourager, les aider pour soulager les frais de nourriture, puis mettre l'argent pour reconstruire leur maison ou voilà, donner une école au village. Donc voilà, il y a eu ces projets plusieurs semaines, plusieurs fois. Paco est retourné, Radical Aventure reste partenaire du projet. Le prochain projet, c'est éventuellement un camp de jeunes pour amener des jeunes français là-bas au Maroc pour aider à la reconstruction. Donc ça, pareil, le programme est déjà prévu. Les villages à reconstruire, ils attendent pas sur nous, mais en tout cas, il y a du job, il y a des besoins. Et l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les jeunes pré-ados, ados de France à l'aide humanitaire dans un pays qui n'est pas si loin de chez nous, qui est vite accessible, pas trop cher. On peut y aller moins longtemps qu'au Népal et être efficace, être sensibilisé et être un petit peu utile. Une goutte d'eau dans un océan. C'est ça, tu penses qu'il est bon aussi que toi, le jeune qui vive ça, vient être utile. Bien sûr, se retrousser les manches et puis transpirer, suer, voir le Marocain à côté de lui qui fait ça depuis des mois, à reconstruire sa maison. Ouais, je pense que c'est formateur pour notre jeunesse française aujourd'hui. Parmi tous les projets, parce que c'est difficile de tous les décrire, et du coup c'est difficile d'avoir une vue d'ensemble sur tous les projets qui ont été portés par Radical Aventure, et donc comprendre aussi financer. Est-ce qu'il y en a un qui pour vous est particulièrement interpellant, vous êtes dit là, ça c'est vraiment excellent, ou ça c'est vraiment, qui vraiment revient en souvenir chez vous, qui est fort pour vous? Là, depuis cette année, on a récolté de l'argent pour l'installation de poêles à bois dans des villages. Et en parallèle, on a rencontré une ONG qui est suisse à la base et qui travaille dans les mêmes vallées que nous depuis 30 ans à l'installation de poêles à bois, de toilettes, de filtres à sable pour de l'eau potable et puis de panneaux solaires pour l'électricité. Enfin bref, un combo super pertinent. Et on voit sur les 30 années les changements que ça a fait dans les villages, dans les familles. Et ça me parle beaucoup, moi, parce que c'est pertinent. L'équipe, c'est un Suisse avec tous des Népalais. C'est pas des Blancs qui viennent et qui transforment tout. Les Népalais qui passent du temps, qui louent une maison dans le village pendant 1 an pour discuter avec les villageois, les responsables du village, et après qui installent ça dans 10 familles du village pour que ces familles rayonnent autour et en disant mais ça nous a changé la vie et qu'elles puissent convaincre les autres. Et ça me paraît pertinent parce que ça tient pas sur des Blancs, c'est les Népalais qui voient la différence
Et comme on disait, la lumière le soir, ça permet aux mamans de prendre le temps. Déjà, elles passent moins de temps à cuisiner parce qu'elles mettent leur casserole sur un poêle avec 3 feux, qui a été efficacement, qui a été réfléchi et qui est super efficace. Donc elles passent moins de temps, elles consomment moins de bois, elles passent moins de temps dans la forêt à aller couper du bois. Elles ont de l'eau chaude pour faire de la toilette à leurs enfants. Donc on voit les maisons transformées, les familles transformées. On a pu visiter tout ça en octobre dernier et voir la différence entre une maison où il y a le poêle, où il y a le feu au sol, 3 bouts de bois et puis ça enfume toute la maison. La maison elle est noire. Ça c'est gens, normal quoi. Ils ont le feu au milieu de la maison quoi. Exactement. Ok. Et ce qu'il y a, c'est que, alors peut-être en Afrique on cuisine comme ça encore, mais c'est dehors, ça il fait chaud et tout. Au Népal, l'hiver, ils sont enfermés dans leur maison avec des toutes petites fenêtres et ils s'en fument les poumons, quoi. Et on voit plein de problèmes de santé. La mamie, elle était là, elle toussait, c'était la fin pour elle, la pauvre. Et vraiment, on voit la différence et c'est pertinent, ça change les vies. Et ouais, aussi par rapport à l'éducation des enfants, les mamans peuvent prendre du temps pour, avec la petite lumière, aider leur enfant à lire, parce qu'il y a aussi des programmes scolaires qui sont proposés. Enfin, c'est très complet comme ONG. Et ça, Radical Aventure a décidé aussi depuis cette année d'aider cette ONG, de soutenir et de participer si possible dans les prochaines années à des camps aussi, pourquoi pas, pour aider à la construction, amener des gens de France, parce qu'à chaque fois qu'on a vécu ça avec des équipes de France, ça a transformé aussi les Français, ils se prennent des claques et ça fait du bien à tout le monde en fait. Voilà. Ouais, RIDS, c'est des projets qui ont du sens et qui ont un impact à long terme. Et c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve. Le poêle à bois, encore une fois. Ouais. Alors tout le package de ce que fait RIDS pour améliorer les conditions de vie. Oui, d'accord. Toilettes compris et compagnie. C'est ça. Ouais. Les 4 axes, du coup. Okay. Le poêle, les toilettes, l'électricité et l'eau potable. Ouais, et puis en plus, l'implantation, toujours dans le prolongement de ce qu'on disait tout à l'heure, respecte le bon sens et la culture locale, quoi. On y va au rythme. Au rythme du local et on laisse aussi la bonne idée se propager quoi, et convaincre. Ouais. C'est trop bien. Merci pour ça. On peut peut-être passer sur une photo suivante. Donc elle est hindoue, cette femme, avec ses colliers et sa tika. Et on l'a trouvée belle et puis elle était contente de se faire photographier entre 2 blanches. Là. J'ai trouvé la photo très chou. Mais tu sais, pas juste c'est mignon machin, mais ce truc profondément humain de joie, d'être ensemble et de se connecter malgré la différence ou avec la différence justement. Avec les lunettes de soleil françaises et puis les colliers népalais. Ouais. C'est du carburant ça dans la machine pour pour vos actions respectives. Claire, ça réchauffe le cœur. Ouais. C'est ça le truc qui vous fait ces connexions. C'est quoi qui vous stimule, qui vous motive, qui vous transforme, qui met de l'essence dans le réservoir pour vous? Tous les sourires sur les visages et puis la reconnaissance, même quand elle n'est pas exprimée verbalement, en fait. Ouais, les connexions qui peuvent se faire entre humains, finalement, sans barrière, sans méfiance. En toute simplicité. On se serre dans les bras, on se connaît pas, mais voilà. Très bien. On accepte les odeurs, on accepte la différence. Alors la photo suivante, en principe, on va retourner au Maroc et sur le sujet que tu évoquais tout à l'heure avec la fameuse distribution de vestes. Exact. Ouais, là, on se disait, tiens, on va débarquer dans un camp, on a 40 vestes, on va pouvoir les distribuer aux 40 personnes. Et le guide, il nous dit, non, ça se passe pas comme ça, parce qu'ils sont pas 40, ils sont 140 dans le camp et ils vont se battre, quoi, parce qu'il n'y a pas assez de vestes. Donc, on s'est arrêté au bord d'une route où il y avait 2 tentes comme ça, qui étaient dans une pente, je sais pas comment ils dormaient. Mais c'est deux familles qui étaient là, et très pauvres, qui ont tout perdu, qui ont récupéré rien du tout. Et du coup, on a frappé à la tente et puis on s'est présenté vite fait. Lui, il les connaissait déjà, le guide marocain. Et puis il leur a expliqué qu'on était français, qu'on venait leur apporter des vestes pour qu'ils aient chaud. Et ils étaient tellement heureux. Il y avait leur fils qui était malade, qui avait de la fièvre. On a pu donner des Doliprane. Pas grand-chose, mais
Ils étaient hyper heureux et fiers. Et on est retourné 1 an après. On y était cette année avec mon mari. Et on se baladait dans la ville et on a croisé des vestes des Contamines Montjoie de la station de ski. C'était trop rigolo. Donc c'est qu'ils les mettent, que c'est utile. Et merci d'ailleurs aux stations de ski de nous faire confiance parce qu'on a reçu des mètres cubes de vestes des Portes du Soleil, de Megève, des Contamines pour Radical Aventure qui agit au Népal. Alors beaucoup nous demandent de les mettre au Népal, d'autres nous ont autorisé de les distribuer où il y avait des besoins. Donc il y en a beaucoup qui sont partis en Ukraine, des vestes, beaucoup qui sont partis donc en Ukraine avec l'association de Paco qu'on a vu tout à l'heure, et puis certaines qui sont allées au Maroc. Voilà. Trop bien. C'est vrai que quand tu vois la photo, là aussi, il y a beaucoup de proximité avec Radical Aventure et le terrain, et on se sent presque avec vous, là, en l'occurrence au Maroc, mais c'était vrai tout à l'heure au Népal aussi. On peut regarder les deux suivantes qui, en principe, sont connectées avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, les serviettes hygiéniques. Du coup, on y voit, je pense, là, une formation. Ouais, la première, le grand groupe, c'est les formations que Daniel et Émilie font. C'est ça, qui donne sur le corps de la femme, sur sa valeur et sur l'utilisation aussi du kit. Ok. Vous êtes surprise des questions qui sortent parfois? Alors on comprend pas toujours tout parce que c'est des fois en népalais. Moi je suis là au milieu là en tant que spectatrice vraiment. J'étais assez passive ce jour-là. Ouais, en plus, ouais. Mais ouais, en fait, c'est dans le regard. Elles éclatent de rire, elles ont une culotte en main, elles se regardent entre elles, elles sont comme ça. C'est trop rigolo de voir leurs réactions. Déjà, elles sont curieuses, elles invitent toutes les femmes du village. Venez, venez. Donc, t'avais tout le monde qui se rassemble, il fait chaud. Mais elles sont curieuses et elles sont vraiment étonnées. Et après, tellement contentes. On peut voir des vidéos sur nos réseaux sociaux, d'Instagram et tout, que Daniel et Émilie ont fait. Et elles sont là, elles remercient, elles sont trop contentes, trop fières que des gens s'intéressent à leurs conditions finalement. Oui, okay. Et je pense que sur la photo suivante, on voyait effectivement à quoi ressemble le kit ou une partie du kit. Ouais. On voit la couturière. La couturière. Donc en action, en train de fabriquer effectivement la serviette hygiénique lavable. C'est ça. Ouais. Trop bien. Des tissus de pingouins. S'il y a des pingouins dessus, tout va bien. Et dernière photo, là c'est un article de presse. J'ai trouvé ça cool parce que donc. C'est vieux ça. Ah ouais, c'est vieux. Ça parle de. 2019. Voilà, du voyage qui avait été fait à vélo. C'est ça, hein, c'est les fameux 8 mois de vélo. Oui, exact. Avec les 5 mois après d'action solidarité sur place au Népal. Et là, du coup, c'est ton mari qui a fait un petit film. Et film qui a été récompensé. C'est vrai. À Nancy au festival. C'est surprenant ou pour vous avez l'air en mode tout est c'est normal, mais c'est quand même un peu non, fou, on était contents, on était fiers. Mais c'est vrai que l'année qui a suivi avec ce film, il y en a plusieurs qui nous ont dit mais partagez-le ce film. Et en plus on le vendait au profit du Népal. D'ailleurs on avait fait des petits DVD et on le vendait au profit du Népal. Et on avait eu vent de ces festivals de voyage à vélo, d'aventure, par d'autres voyageurs qu'on avait rencontrés en France en remontant de Barcelone là, à vélo. Et on s'est dit, ça peut être sympa d'aller partager ce qu'on a fait, puis de découvrir d'autres aventures. Et puis on s'est pris au jeu pendant 1 an ou 2 peut-être. On a fait 3, 4, 5 festivals par an. Donc on n'a pas gagné à chaque fois, juste une fois à Nancy. Alors on était contents et je crois que les organisateurs ils étaient tout touchés de voir les enfants et tout ça qui avaient participé à l'aventure. C'était un petit festival familial. Mais je ne sais plus combien il y avait de concurrents, mais on était fiers quand même d'être devant. Là. Mes garçons, ils ont grandi depuis, mais ils parlaient, ils exprimaient un petit peu ce qu'ils avaient vécu. Donc c'était chouette de pouvoir partager. Ouais. Alors justement, la question suivante, elle est sur dans quelle mesure la pratique de la solidarité, toutes vos aventures, finalement, Radical Aventure, en quoi cette pratique de la solidarité, ça vous a impacté vous, mais vous et aussi vos proches, et quand je dis vos proches, je veux aussi tout particulièrement viser les enfants, les tiens. Quel mot vous poseriez là-dessus? Comment ça vous a impacté?
Eh ben, c'est sûr que les enfants, ils avaient 6 et 8 ans quand on est parti à vélo. Je les vois encore en Mongolie jouer avec le petit garçon de comment ça s'appelle, la guest house. Sa maman était responsable de la guest house, professeur d'anglais, et puis du coup bien occupée à gérer sa guest house. Mais il y avait un petit frère à garder, il y avait le bois à aller chercher, l'eau à aller chercher. Et c'est le gamin de 6 ans qui partait avec sa charrette pour aller chercher l'eau. Donc mes garçons, ils jouaient le jeu. On est resté une semaine dans cette guest house. Donc ils ont participé à toutes ces tâches finalement quotidiennes. Donc pour eux, c'était normal. Déjà pendant le vélo, on devait faire notre lessive dans la rivière, on devait laver notre linge. Ben, eux, ils lavaient leurs chaussettes, leurs t-shirts dans la rivière. Ils faisaient la vaisselle, ils montaient la tente. Ils ont déjà participé à tout ça. Et ça c'était important pour nous. Enfin, c'était la vie, quoi. C'était naturel. Mais ça les a impactés quand même. Aujourd'hui, ils ont 16 et 18, 10 de plus. Mais ils restent serviables, ils restent conscients du travail qu'il y a à faire dans une maison, reconnaissant quand les repas, le linge, enfin, mon grand, il est reconnaissant. Et je pense que ça impacte. Et de voir la vie des enfants là-bas, même au Népal, ils ont pu dormir chez les copains népalais, mais dans la petite case, dans 4 petits murs en paille, là, chez Sobita, Soba, Anmol, Sukma, tous ces petits Népalais qui vivent avec leur maman qui est dans la chambre à côté, enfin dans la piaule. Et eux, ils sont à 3 ou 4 dans le même lit. Et puis les gamins avaient dormi, ils sont revenus avec des poux, mais ils étaient trop contents. Trop contents d'avoir vécu. Comme ça fait moins rêver, mais ok, on voit l'aventure. Ouais, mais voilà, et du coup, ils n'ont pas un niveau trop exigeant. Alors, bien sûr qu'ils sont repartis dans la vie, ils ont quand même des besoins de petits ados français, mais ils ont au fond quand même cette notion qui est ancrée et cette reconnaissance, ils sont conscients de la chance qu'on a de vivre chez nous, en France. Mais il y avait un truc un peu... qui se passe ailleurs. Projet éducatif, il n'y a aucun parent qui se dit mais quel est mon projet éducatif, mais est-ce qu'il y avait quand même un peu de ce truc de l'éducation, de dire je veux que mes enfants ils vivent un moment de solidarité au travers de ce voyage au Népal, je veux que mes enfants soient connectés aussi au monde dans sa diversité, les situations de pauvreté, pour ouvrir les yeux. Non, c'était juste ils vivaient avec vous et puis ils ont vécu ce qu'il y avait à vivre. Moi, je crois que j'étais pas consciente en fait de l'impact que ça aurait sur eux. Okay. Je me rappelle, avant de partir, pour moi, c'était une aventure qu'on allait vivre 1 an comme ça, une petite parenthèse. Et je me rappelle l'institutrice des enfants de maternelle, elle me dit mais c'est énorme ce que vous allez leur offrir là et tout. Elle nous a porté, elle a insisté là-dessus. Moi, je voyais pas de quoi. De quoi tu parles? Non, et c'est en voyageant qu'on se rend compte et surtout après coup. Mais avant. Je me rappelle être sur mon vélo, pédaler les 10 premiers jours. J'étais pas dans le truc. Il a fallu un temps de transition aussi pour réaliser dans quoi on s'engageait et quels allaient être les impacts aussi de ce voyage. Donc, ok. Ouais. C'était bon pour la famille aussi? Ouais, c'est bon pour le couple. Ça soude. Ça passe ou ça casse, il paraît, je crois. Ah ouais, c'est vrai. J'ai jamais pratiqué, donc je sais pas, mais ok. Non, bah c'est clair que le voyage, ça peut être tendu parfois, l'inconnu. Ouais. Mais non, ça nous a plus soudés de vivre quelque chose de fort comme ça et en famille. Donc, et continuer avec l'association. Et Tom et Noé, nos garçons, ont fait quelques voyages aussi humanitaires. Donc, ils ont continué à être dans cet état d'esprit, d'entraide, de solidarité. Aujourd'hui, ils n'ont plus le temps, ils bossent, ils travaillent, ils ont leur école. Mais j'espère qu'ils y penseront quand ils seront plus grands, qu'ils reviendront. Ouais. Et pour toi, Abigail, dans quelle mesure ça t'a impacté, mais toi, très personnellement? Ou ton mari? Nous, ça nous va faire prendre conscience de la chance qu'on a d'être là où on est. Mais aussi, vu qu'on a tellement de chance, en fait, on n'a aucune raison de ne pas aller aider les autres. Une notion de responsabilité. Ouais. Ok. Me dire que, j'avais déjà envie de me rendre utile avant, mais je trouve que même si je suis peut-être pas très utile quand je suis là-bas, au final, je me sens bien d'être là-bas et puis d'être avec les gens et puis de mettre la main à la pâte comme je peux mettre la main à la pâte. Ok. Et est-ce que vous arrivez à savoir pourquoi il y a cet appel à la solidarité, et notamment internationale en vous?
Pourquoi est-ce qu'il y a cette envie d'aller au Népal pour aider? Pourquoi le stage, je pense qu'il y a beaucoup d'infirmières qui en 3e année ne font pas le stage en Côte d'Ivoire. Pourquoi il y a ce truc de l'appel à la solidarité, et notamment internationale, à changer de pays? Est-ce que c'est comme Obélix? Vous êtes tombé dedans petite? Marmite. Est-ce que c'est dans votre éducation, dans vos familles respectives que vous avez puisé ça? Est-ce que vous arrivez à identifier d'où ça vient? Parce qu'on aimerait bien nous-mêmes l'acquérir plus. Moi, je dois dire que depuis que je suis enfant, en fait, depuis que je suis assez petite, je dirais même 10 ans, voire moins, dans l'église où j'étais quand j'étais petite, j'avais rencontré des missionnaires qui venaient de Chine. Et il me semble que dans le couple, il y en avait un ou une qui était infirmière. Et du coup, je m'étais toujours dit, tiens, j'ai envie d'être infirmière. J'avais même ajouté pompier et missionnaire en Chine. Et puis, résultat, je me suis mariée avec un pompier. Ah, presque. Donc, je suis infirmière. Et puis, quand on a voulu partir, la Chine, ça s'est mis dans la balance, mais finalement, ça n'a pas été la Chine. Mais bon, c'est juste à côté de la Chine, c'est juste en dessous. Ouais. Donc, le Népal. Okay. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui me fait vibrer, en tout cas, depuis longtemps. Okay. Autant que ce soit l'Asie. Et le fait de servir son prochain, en fait. On peut le souligner parce que c'est chouette de relever des trucs cool aussi. En église, on a souvent la chance d'entendre des personnes qui viennent d'autres pays pour raconter un peu de leur parcours, de leur vie. C'est des choses sur le plan spirituel, mais ça peut aussi être des choses pratico-pratiques de l'ordre de l'entraide. Et là, typiquement, c'est quand même une belle chance de connecter finalement avec des gens qui viennent de Chine et qui viennent expliquer leur parcours. Et toi, ça a créé une vocation. Ça a suscité quelque chose en tout cas. Ouais. C'est beau. Ok. Trop bien. Je crois que c'est un petit peu pareil. Moi, je suis née dans une famille chrétienne, donc on a toujours eu aussi cet enseignement, ces valeurs d'aider son prochain et de partager. Et il y a eu pas mal de témoignages, beaucoup de missionnaires qui sont passés dans l'église, qui ont pu témoigner, partager. Et je me rappelle d'une femme, particulièrement une femme, Catherine. On avait chanté avec notre petite chorale d'enfants un chant avant qu'elle parte en voyage. Et je pense que tout c'est ce qu'on a entendu, tout ce que ça m'a donné envie de... Après, c'était pas une vocation pour moi d'être infirmière. Je crois que c'est ma maman, elle m'a dit, quand je savais pas quoi faire à la fin de la terminale, elle m'a dit passe tes concours d'infirmière. J'ai dit non maman, j'ai pas envie. Sauf que 3 mois avant, il a fallu se décider. Avec ma copine, on a dit allez hop, on se présente. C'était pas la vocation depuis toute petite, mais c'était finalement en moi et voilà, il n'y a pas de regret aujourd'hui. Le bonheur. Dernière question pour tout doucement conclure. On rappellera aussi le site internet, puisqu'on tape radicalaventure.over-blog.com et on arrive effectivement sur le blog où il y a énormément d'articles où on peut vous suivre. Après, on peut retrouver aussi bien sûr les réseaux sociaux où il y a des contenus qui sont postés. Voilà, donc pour tous ceux qui voudront des infos, on pourra aussi dans quelques instants évoquer ce qu'on peut faire si on a envie d'agir, avec Radical Aventure, comment est-ce que ça marche. Avant ça, dernière petite question. Le côté, on sent bien le côté Radical Aventure, il y a un côté un peu radical, on y va à 100%. Dixit, je fais mon voyage de 8 mois à vélo, 5 mois sur place. Dixit, je vais 5 mois sur place, voilà, parce que j'ai un peu envie d'aider. Oui, c'est pas rien, 5 mois quand même. Il y a un truc radical, il y a un truc on y va à fond. Et comment est-ce qu'on arrive à trouver un équilibre dans tout ça pour ne pas être, entre guillemets, trop radical, au sens donner trop et finalement s'épuiser soi-même trop fort aussi, pas réussir à préserver les temps de repos qui sont utiles et sains pour que notre action d'entraide elle puisse être pérenne. C'est quoi le repos? Ouais. La voix cassée. C'est ça. Le repos, je connais pas. Non, on rigole. Ouais, je crois qu'on s'est bien trouvé, mais c'est un peu dangereux quand même. Et ce qui est chouette, c'est que dans l'équipe, on est plusieurs, on est 10, 8-10. Et il y en a certains qui freinent aussi, qu'on s'éparpille pas partout, parce qu'on va au Maroc, on va au Népal, on va dans cette vallée. C'est notre ami Raoul, pour pas le citer, qui fait partie de l'équipe. Il pèse aussi les choses, il freine aussi. Et puis c'est une remise en question de tous les jours, je crois, de retrouver l'équilibre dans sa vie quotidienne, dans sa vie familiale, dans sa vie personnelle. Et un jour, on se reposera. C'est ça.
Du coup, pour conclure, si c'est possible, de nous dire concrètement, ça me plaît tout ça, je veux un peu vivre l'aventure radicale avec Radical Aventure. Comment est-ce que je fais? Je soutiens financièrement? Est-ce que je peux me connecter pour peut-être parler de voyages humanitaires sur le terrain? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, c'est la responsable communication qui va parler. Donne-nous tous les moyens. Alors concrètement, on a forcément un IBAN sur lequel vous pouvez déposer de l'argent si vous avez à cœur de déposer de l'argent pour tel ou tel projet. Si vous ne savez pas pour quel projet déposer, mais que vous voulez quand même déposer de l'argent pour Radical Aventure, vous pouvez et on distribuera là où il y a besoin. D'accord. S'il y a un projet qui vous parle particulièrement, vous pouvez aussi le dire. Et puis dans ce cas, ce sera pour le projet qui vous tient à cœur. Okay. Et puis sinon, faut juste prendre contact avec nous via les réseaux ou sur le blog, il y a aussi nos contacts. Okay. Et puis on se fera un plaisir de discuter avec vous et puis de voir comment vous pouvez vous investir avec nous. Ok, ça marche. Il y a des gens comme ça qui vous contactent, qui vous disent j'aimerais bien être du voyage la prochaine fois au Népal, est-ce que c'est possible? Moi, c'est ça mon parcours. Ouais. Oui, il y a des gens qui nous ont contactés. Là, il y avait un projet récemment d'aller faire de la prévention sur le fameux camp médical qui était prévu. Ça se fera finalement pas cette année, mais il y avait des personnes qui du coup faisaient pas partie de l'association qui étaient prêtes à partir pour faire ce camp de prévention. Et puis il y a d'autres personnes qui nous contactent et qui ont eux des idées de projets, qui partagent leurs idées de projets. Après rien, on écoute, on regarde, on évalue et puis après on voit ensemble ce qui est faisable ou non. Là aussi, c'est simple, naturel, quoi. Ok. Merci beaucoup, en tout cas, pour merci à toi. toutes ces belles pistes, ce partage d'expériences et puis de solutions concrètes aussi, si on a envie d'aider sur le terrain avec Radical Aventure. Et donc, voilà, on a bien compris un tunnel direct de financement pour des projets sur place au Népal, un petit peu au Maroc aussi. Et ça, c'est quand même précieux de savoir qu'il y a des outils comme ça qui existent avec des contacts de confiance et des liens tissés sur place. Voilà, c'est ce que représente, je crois, Radical Aventure. Donc, merci pour tout ce qui a été fait depuis toutes ces années. Merci pour ces expériences radicales de voyage, mais qui génèrent des expériences radicales d'entraide. Donc, c'est parfait. Merci beaucoup. Et puis, on vous retrouve très très vite pour un prochain numéro de La Rue du Sel.